Bonjour à toutes, à tous peut-être s'il y a des hommes qui nous rejoignent. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Mélanie, c'est son bat, et Lorraine Graziani sur la rentrée des familles expats. Un grand sujet, un vaste sujet dont vous allez nous parler. Toutes les intervenantes aujourd'hui de cette table ronde font partie du réseau Expat Pro. Virginie Julien, bonjour Virginie, Marie Guénel, Paulique, Dominique Barallon, Géraldine Biodel qui va nous rejoindre, Marie Melki et bien sûr Mélanie Sessombat et Lorraine Graziani. Merci à toutes d'avoir organisé cette table ronde et je vous laisse la parole pour que vous nous parliez de la rentrée des expats, cette fameuse rentrée des expats. Merci beaucoup, Cécile. Et merci Expat Pro de pouvoir nous donner cette belle opportunité de nous retrouver aujourd'hui et de réunir cette spécialiste, cette experte professionnelle du monde de l'éducation, de l'enfance et de l'expatriation, du bien-être également, autour de cette table ronde. Donc, c'est vrai que c'est la rentrée et c'est un moment un peu délicat, surtout quand on arrive à l'étranger, alors que ce soit notre première expatriation ou une autre, chaque rentrée est différente et c'est un moment où il faut savoir accompagner notre enfant et aussi prendre soin de nous-mêmes en tant que parents. Donc c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui pendant cette heure et demie d'échange. Et avant de passer la parole du coup à mes camarades de jeu, je vais rappeler les thèmes principaux, les axes qu'on a un petit peu identifiés avec Lorraine et autour desquels vont s'organiser ces échanges. Donc, ce sera comment retrouver un équilibre pour toute la famille à ce moment précis, que représente ce passage délicat de la rentrée. Que mettre en place pour pouvoir accompagner sereinement son enfant dans sa scolarité et dans son épanouissement. Comment aider nos enfants à surmonter certaines difficultés. Et enfin, comment trouver son propre équilibre en tant que maman et femme expatriée. Bienvenue et je laisse la parole à Lorraine. Bonjour à toutes et ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce beau panel. Bonjour à toutes les mamans qui nous rejoignent également et à tous ceux qui nous écouteront en replay. C'est un plaisir d'être là avec vous. On est ravis et on voudrait que la table ronde soit la plus participative possible. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à nos expertes pour se présenter. Donc, si tu veux bien commencer, Marie-Gwenaëlle. Bonjour tout le monde, je suis aux États-Unis. J'accompagne essentiellement des enfants et des ados qui vivent des difficultés, surtout du stress, de l'anxiété par rapport à l'école ou par rapport à un changement de vie. Avant cela, j'étais prof pendant 15 ans en collège et en lycée, donc je connais bien les ados, j'adore ça. Enfin, j'adore travailler avec eux. Et je suis expatriée depuis 10 ans, maman de deux ados, et je suis aussi praticienne EFT, Emotional Freedom Technique, donc j'accompagne aussi en thérapie brève. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Et maintenant, Dominique. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes. Donc, je suis Dominique Barallon, enseignante de français depuis 13 ans maintenant. Ça commence à faire. Et depuis quelques années, je me spécialise dans les troubles des apprentissages. Donc, notamment les troubles 10. Il faut savoir que la terminologie, elle a changé, mais c'est ce qu'on connaît tous plus ou moins sous le nom de dyslexie. C'est celle qu'on connaît le plus. La dyspraxie un peu moins, dysorthographie encore un petit peu moins. Donc, j'accompagne tous les enfants qui sont touchés par les troubles des apprentissages. J'ai enseigné en France, mais aussi à l'étranger, dans un lycée français du réseau de l'AEFE. Donc pour les mamans qui ne connaissent pas cet acronyme, donc c'est l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Je suis rentrée en France il y a 2 ans avec l'envie de repartir presque instantanément en arrivant en France. Alors pour l'instant, on n'est pas d'accord avec mon conjoint sur le prochain pays. Lui, il aimerait partir en Suède. Moi, bon, j'ai plus envie de pays chaud, donc on verra si on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose. Quoi qu'il en soit, je crois que toutes ces expériences d'expatriation, tout ce qu'on a vécu ou tout ce qu'on est en train de vivre, elles sont très riches humainement et culturellement. Elles peuvent nous déstabiliser, bien sûr,
Personnellement, moi, j'ai adoré découvrir l'enseignement dans un contexte plurilingue. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant d'accompagner des enfants bilingues, parfois trilingues, parfois même quadrilingues, et comprendre leurs problématiques spécifiques. C'était vraiment un beau challenge. Et donc, à mon retour en France, j'ai créé Énergie scolaire et je propose aujourd'hui des cours particuliers, des séances de tutorat en français en ligne. Donc, je peux accompagner les familles qui sont à peu près partout sur le globe si le décalage horaire correspond avec mon emploi du temps. Et j'accompagne principalement les enfants francophones qui sont scolarisés dans le système français à l'étranger. Donc, ça va être une approche assez complémentaire de ce que Géraldine va vous présenter. Je ne sais pas si elle est arrivée ou s'il faut qu'on lui laisse un petit peu Elle de arrive dans 5 minutes, donc peut-être tu peux rebondir et la présenter, Dominique. Oui, alors Géraldine, elle est donc Géraldine Bilodel, elle est professeure des écoles depuis 2010. Elle a créé l'école de Géraldine en 2021 suite à son expatriation au Danemark, je crois. Elle propose également donc on propose un petit peu le même principe d'enseignement en ligne sur mesure. Je sais qu'elle essaye d'être flexible au maximum. Elle s'adapte vraiment à la mobilité des familles expatriées. Et son objectif principal ou sa démarche, c'est de maintenir le français pour les familles qui ont scolarisé leurs enfants dans un système non francophone. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout bien dit. Et je crois qu'actuellement, elle est en Belgique. C'est C'est ça. ça. Elle nous en dira plus après. Merci, Dominique. Virginie, tu veux te présenter? Oui, bonjour. Ben, moi, je suis aussi en Belgique, du coup. Je suis de retour d'expatriation depuis un petit temps maintenant, depuis 3 ans. J'ai été 4 ans à Kuala Lumpur, donc c'était une seule expatriation très loin avec la famille et les enfants. Moi, j'ai profité de mon expatriation en fait pour me reconvertir en coach de vie et de carrière pour les femmes. Et donc maintenant, je continue d'accompagner de façon nomade. Donc, mon activité reste en ligne. Elle était en ligne avant le Covid aussi des femmes qui sont en transition de vie de carrière, que ce soit des épuisements, donc le burn-out, que ce soit parental ou professionnel, des personnes qui sont en recherche de sens ou en reconversion professionnelle, évidemment les expatriés, parce qu'il y a des questions qui se posent à ce moment-là quand on est dans cette transition de vie. À côté de ça, je donne aussi des conférences sur la prévention du burn-out, le bien-être, et j'ai écrit un livre, Pandore a raison, sur justement les injonctions qui touchent les femmes et qui peuvent les empêcher en fait d'aller de l'avant et de vraiment créer la vie qu'elles ont envie de mener. Voilà. Merci, Virginie. Un beau projet. Encore félicitations pour ton livre. Merci. Marie, donc Marie Melki, qui est au Congo. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Marie, donc je vous écris, enfin, je vous parle depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville où je vis depuis presque 10 ans, après avoir passé 5 ans au Liban, un pays d'où je suis originaire, étant donné que je suis binationale. Et venue au départ pour une mission humanitaire, je suis restée et j'y ai fondé une famille. Donc j'ai trois jeunes enfants. Et voilà, devenir maman en situation d'expatriation, voilà, m'a fait découvrir aussi des challenges qui sont inhérents à la maternité, mais on a voilà des challenges supplémentaires lorsqu'on vit, voilà, loin de chez soi. J'ai eu un postpartum difficile pour ma deuxième fille, étant donné que j'avais dû rentrer en France pour une opération chirurgicale qu'elle ne pouvait pas, voilà, qu'elle ne pouvait pas se faire au Congo, et j'ai été bloquée donc plusieurs mois loin de mon époux. Donc ça a été une période difficile. Et mon troisième accouchement, du coup, je l'ai réfléchi différemment pour avoir l'aide et le soutien dont j'avais besoin. Donc, j'ai planifié un troisième accouchement en Grèce, depuis le Congo. Et suite à cette expérience, j'ai retrouvé Marion, qui était ma sage-femme et mon amie, et on a décidé de créer Naissance Nomade, qui est un projet pour accompagner les couples pendant cette période de la naissance, donc qui entoure la naissance, donc du projet d'enfant jusqu'au postpartum, pour voilà
donner l'accompagnement, le soutien, l'information nécessaire et pour se projeter et se préparer en couple, même lorsque l'on est à distance, à certaines périodes de la grossesse ou surtout pour le postpartum. Voilà, donc Marion n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc je la représente. Et ce que l'on propose, c'est des parcours pour les couples en ligne, et également des séances individuelles. Et on fait également voilà, des webinaires pour voilà, sensibiliser, informer les parents sur des problématiques qui sont en lien avec la grossesse, l'accouchement et le postpartum. On travaille en réseau, donc je salue d'ailleurs Séverine qui est avec nous et avec qui on a organisé un webinaire sur le périnée, par exemple. Et voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Super, Merci. merci Marie. Oui, je pense que ben, nous toutes qui avons été expatriées, souvent on est passé par là, moi la première. Et je me présente, donc je suis Lorraine et moi je suis consultante internationale, spécialiste en protection de l'enfant, droits humains. Et donc ça fait 20 ans maintenant que je voyage. J'ai travaillé dans 15 pays différents. Et de là, j'ai eu 3 enfants sur 3 continents. Donc, c'est chouette et j'aurais bien aimé connaître naissance nomade, je pense, à ce moment-là. J'ai fait ma première grossesse, j'étais au fin fond de l'Indonésie. Après, j'étais au Rwanda, après au Burkina Faso avec les enfants et maintenant à New York. Donc, c'est très chouette. Et au fil des années, je me suis beaucoup plus orientée vers tout ce qui est bien-être. J'ai passé ma formation de prof de yoga pour adultes, pour enfants. J'ai découvert des beaux outils donc, pour la relaxation, la communication. Et donc, ça m'a donné envie d'aller encore plus chercher dans ce domaine. Et de là, je suis devenue aussi coach parental pour accompagner bien des familles dans cette belle situation, dans cette belle aventure de la parentalité. Dont on va pouvoir longuement parler aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à toutes. Et bien, je passe la parole à Mélanie. Merci pour ces belles présentations. Donc, je vais clore avec la mienne également. Donc, moi, je suis Mélanie. Je suis aussi enseignante. Je vois qu'on est nombreuses autour de cette table. Je suis professeure des écoles et formatrice de français langue étrangère. Je vis en expatriation depuis une douzaine d'années, on va dire, avec un retour à un moment en France. J'ai vécu en Chine, au Vietnam et maintenant au Brésil. Je suis devenue maman aussi en expatriation, même si ma fille aînée est née juste avant, mais j'ai découvert la maternité à l'autre bout du monde. Et également le fait de savoir, enfin voilà, de se questionner aussi sur ce qu'on souhaite quand on part si loin dans un nouveau projet de vie, ce qu'on veut pour soi, pour le travail, enfin voilà, professionnellement et personnellement. Donc là, cette période n'a pas toujours été évidente et je me suis retournée vers un outil voilà, dont j'ai fait mon métier aujourd'hui, qui est l'écriture pour remettre du sens, réactiver la créativité, la joie et pouvoir proposer cet outil aujourd'hui à des femmes expatriées, atypiques, hors des cases, comme on le dit avec Lorraine, empathiques, qui ont besoin justement de reprendre confiance, de se reconnecter à elles-mêmes. Parce que l'écriture est vraiment un outil facile, il est toujours à portée de main et encore trop souvent perçu comme quelque chose qui est réservé à une élite, alors que c'est une élite intellectuelle ou qui a fait des lettres, alors que c'est absolument pas le cas. Voilà, et j'ai eu l'honneur d'accompagner notamment Virginie dans l'écriture de son livre, parce que je propose donc Je suis pas une l'écriture. élite en écriture, mais j'ai écrit Mais t'écris très 350 bien. 50 pages grâce Voilà. à Mélanie. Donc voilà, ouais. Voilà, donc j'accompagne ces femmes enfin, à travers des ateliers d'écriture, des stages, de l'accompagnement à l'écriture de manuscrits. Et depuis peu, là, en tant que biographe également, pour voilà, mettre en lumière justement toutes ces personnalités, ces histoires, parce que je suis convaincue que chaque histoire compte. Alors, j'attendais des applaudissements. Non, non. Et oui, Je plaisante. Voilà, j'utilise aussi beaucoup l'humour et le jeu pour mes accompagnements. Non. Euh, alors, maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour de table, c'est vrai qu'il y a une question qu'on se posait enfin, avec Lorraine, c'était que vous demandez justement dans votre parcours
quelles étaient, enfin dans votre activité professionnelle auprès des expatriés, quelles étaient les 2 problématiques les plus récurrentes que vous rencontrez? Alors, il y en a plus, mais c'est vrai que voilà, déjà se centrer sur 2 problématiques, puisqu'il y a des choses sûrement qui reviennent, ce serait intéressant de pouvoir le développer et d'en débattre aujourd'hui. Tu voudrais commencer, Virginie? Oui, pas de souci. Alors, moi, je pense que pour les femmes expatriées, ce que j'ai rencontré le plus souvent, quand j'étais en expatriation, encore maintenant, ben, c'est la perte de sens et la perte de confiance, en fait. Sur- Surtout quand les personnes travaillaient et deviennent le conjoint suiveur, il y a vraiment cette question de, ben, en fait, si je travaille pas, qui suis-je, que fais-je, à quoi je sers? Donc là, c'est douloureux et en même temps une opportunité de se poser des questions qu'on ne se pose pas dans un quotidien au pays, j'ai envie de dire. Et la deuxième chose, je crois que c'est aussi la difficulté et la culpabilité peut-être de se dire, bah, du coup, je vais m'occuper exclusivement de la famille et des enfants et de se dire, bah, en fait, non, ça va pas, j'aime pas trop ça, j'ai pas envie, ça me suffit pas et de dire, bah, en fait, je devrais, j'ai la chance, j'ai le temps, donc il faut vraiment que j'en profite. Et ça peut être euh, un effet miroir qu'on n'avait pas prévu. On pensait qu'on aurait le temps, qu'on aurait envie, puis on se rend compte en fait que qu'on aime et qu'on adore nos enfants, mais que c'est pas suffisant et que c'est difficile d'être tout le temps avec eux. Et là, ben, il faut déconstruire un peu euh, les rôles hein, qui sont imposés par la société, se construire son propre rôle et enlever cette culpabilité ben, de pas rentrer dans le moule, hein, dans les cases. Hein. Voilà. Oui, totalement. Et là, je pense que ben, nous toutes, on a des parcours justement qui montrent bien que ben, on est totalement toutes hors des cases et c'est savoir rebondir sur ça. Et je pense qu'à un moment donné, on s'est toutes faites accompagner aussi dans ce parcours. C'est important aussi de ne pas rester seule. Et, et c'est vrai que c'est un chamboulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toute la famille, pour les enfants. On est tous affectés par l'expatriation. Et ben, dès le projet de naissance, en fin de compte, comme tu le disais, Marie, si tu veux nous en parler un peu plus. Bien sûr. Après, je voulais juste rebondir sur ce que disait Virginie. Je suis voilà, totalement d'accord avec ce qu'elle dit sur finalement, c'est peut-être aussi, si je parle généralement et pas juste sur la naissance, peut-être l'une des, voilà, des difficultés que l'on retrouve le plus. Nous aussi, on est dans la Pointe-Noire, c'est une ville voilà, où il y a pas de l'emploi pour toutes les professions. C'est assez particulier comme marché. Et il y a beaucoup de, voilà, de femmes qui suivent leurs conjoints et qui ont du mal à retrouver voilà, une activité professionnelle en phase Mhm. avec ce qu'elles faisaient. Et certaines, voilà, aussi, c'est le moment pour fonder une famille. Donc, il y a aussi beaucoup de, voilà, de jeunes couples, mais c'est souvent pas suffisant. Et si c'est le postpartum, par exemple, se rajoute à ces difficultés, ça peut être, voilà, une source de difficultés supplémentaires quand on se sent pas, voilà, en phase et qu'on a besoin d'être accompagné. Donc, au niveau de la naissance, c'est vrai qu'il y a aussi du stress et de l'inquiétude qui est liée au fait, voilà, d'être loin de ses repères culturels, médicaux, et ça peut, voilà, causer du stress pendant la grossesse, pour l'accouchement. Pour donner notre expérience, voilà, d'Afrique, c'est vrai que c'est assez rare que les femmes accouchent. Par exemple, au Congo, même si ça peut arriver dans d'autres pays aussi, mais c'est souvent pas le cas. Donc, il faut planifier un voyage, scolariser des fois ou pas des enfants, les aînés, et revenir avec voilà un bébé, sachant que le conjoint peut être ne peut ne pas être parfois là le jour de l'accouchement et doit rentrer assez rapidement parce qu'il n'a pas un congé paternité, par exemple. Comme en France, même si même le congé de paternité en France est encore très limité. Et du coup, c'est aussi donc c'est un point qui est en parallèle, c'est le fait qu'il n'y a pas toujours des professionnels bah, déjà francophones ou qui ont voilà, un référentiel français sur place, ce qui nécessite souvent bah, de devoir voyager. La chance qu'il y a aujourd'hui avec Internet et la distance, c'est qu'on peut avoir accès à ces professionnels. Donc, voilà, pour moi, c'est une chance, c'est une opportunité aussi de pouvoir en fait avoir beaucoup de ressources en ligne. Et on est presque toutes à travailler exclusivement ou, j'imagine, en grande partie en ligne.
Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même voilà, des professionnels, des ressources, des outils disponibles. Merci Marie. Oui, et puis on a voulu que cette table ronde soit la plus représentative possible des différents aspects que l'on rencontre en tant que famille. Et dans l'enseignement, avec l'éducation, c'est un peu la même chose souvent. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est née l'activité de Dominique et Géraldine qu'on a le plaisir d'accueillir parmi nous. On s'est permis de te présenter Géraldine, mais maintenant, voilà, on te laisse la parole avec Dominique pour pouvoir rebondir aussi sur ces sujets. Alors, Tu veux, Dominique, tu je sais veux pas si commencer? si tu veux y aller ou pas. Ok, comme ça te laisse le temps Vas-y. d'arriver tranquillement. Euh, Moi, j'ai eu la chance de ne pas être le conjoint qui était suiveur. C'est moi qui ai initié l'expatriation. J'avais envie de partir vivre cette aventure à l'étranger. J'ai envoyé des CV un petit peu de partout dans les établissements français à l'étranger. Et je me rends compte en fait que c'était une sacrée chance. Enfin, avec vos témoignages, je me rends compte que être la femme en expatriation qui suit son conjoint, ça n'a pas l'air évident du tout. Moi, mon expertise, elle est plutôt sur la scolarité des enfants et les problématiques que je vais rencontrer. Et je pense que Géraldine sera d'accord avec moi. C'est que ces problématiques, elles vont varier en fonction du choix de scolarisation qui a été fait pour l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant francophone qui va être scolarisé dans le système du pays d'accueil, il aura des problématiques différentes d'un enfant qui va être scolarisé dans le système français, que ce soit dans une école de l'AEFE, de la MLF, via le CNED ou en instruction en famille. Euh, Si on choisit de scolariser son enfant dans le système du pays, la difficulté, elle va être sans doute liée à la problématique du maintien du français. Géraldine pourra bien entendu nous en parler un peu plus en détail. Pour les parents qui choisissent l'école à la maison, donc soit en IEF, en instruction en famille ou via le CNED, la difficulté principale, j'ai l'impression, des retours que j'ai, elle est plutôt organisationnelle. C'est-à-dire comment concilier la vie de famille et l'apprentissage du programme scolaire. Comment on va faire pour se procurer les livres en français? Comment on va trouver les bonnes ressources pour faire progresser son enfant? Donc ça, c'est une problématique liée au choix de scolarisation. Et la deuxième problématique que je rencontre, elle est assez spécifique. Elle est liée à la prise en charge des élèves ayant des troubles des apprentissages. Moi, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Et ce que je retrouve dans les témoignages de parents, c'est, comme ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, c'est le manque de professionnels sur place. C'est aussi le manque de formation des enseignants. C'est le manque de formation des AESH. Je ne sais pas si le terme AESH, il est clair pour tout le monde. Quand on a un enfant qui a des troubles des apprentissages, il peut avoir droit à des aides matérielles, un ordinateur en classe ou des aides humaines. L'AESH, c'est la personne qui va venir en classe à côté de l'enfant pour l'accompagner. On a un manque de formation de ces personnes-là et on a un énorme problème pour les recruter quand on est à l'étranger. Donc, c'est des difficultés qui sont déjà là en France, mais elles sont exacerbées bien souvent à l'étranger. On a aussi une très grande disparité de traitement en fonction du pays ou de la région du monde où on habite. Je ne sais pas si je peux vous partager peut-être une image. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de partager. Je pense qu'il faut que l'une de vous deux m'autorise le Je vais, partage d'écran. je vais t'autoriser. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, j'aime bien montrer ce document-là. Est-ce que vous voyez mon Ouais, petit parfait. document? Donc, c'est un document qui a été mis en place par des chercheurs lors d'un MOOC. Je crois que c'est fait par Erasmus+. Et les scientifiques se sont rendus compte que le nombre d'estimations d'enfants 10 varie en fonction des pays. C'est-à-dire que
au Portugal, en Grèce et en Italie, on estime que les enfants avec troubles des apprentissages sont entre 1 et 3%, ce qui est sous-estimé. Ce qui a comme conséquence que la prise en charge, elle va être encore plus compliquée dans ces pays-là. Alors, hop, j'arrête mon petit partage d'écran. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé à Bucarest, j'ai eu une chance énorme parce qu'on avait une orthophoniste qui était salariée de l'établissement. Donc, elle était là vraiment pas H24, mais elle était présente plusieurs jours par semaine. Et on avait un suivi vraiment très régulier. On pouvait travailler en collaboration, en équipe, et c'était très intéressant. À côté de ça, on va avoir des établissements qui vont être dans le déni, qui ne sont pas au courant, les enseignants ne sont pas formés aux troubles des apprentissages. Donc la difficulté principale des parents, c'est cette grande disparité de traitement. Je ne sais pas si Géraldine, tu veux rebondir là-dessus. Juste avant, moi, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est important, bon, voilà, avec la présence d'AESH, enfin, de personnes qui vont aider l'enfant en classe voilà, dans sa difficulté à rentrer dans les apprentissages. En France, on passe par l'école pour pouvoir trouver aussi cette ressource-là, alors qu'à l'étranger, c'est à la famille Tout d'aller à fait. chercher quelqu'un qui serait susceptible d'eux. Et ça rend la tâche encore plus difficile parce que, je vais le souligner après, déjà, il faut savoir de quoi on parle, à qui on s'adresse, si la personne est formée, et avoir la capacité financière pour rémunérer ces personnes-là également. Ouais. Tout à fait. Oui, je peux ajouter, effectivement, je te rejoins, Mélanie. Moi, j'ai une famille ici, donc je suis en Belgique maintenant depuis 3 ans. Et au lycée français de Bruxelles, il y a beaucoup de familles, enfin d'enfants non francophones qui sont scolarisés. Et moi, j'en ai notamment deux qui ont des troubles de l'apprentissage et une qui a besoin voilà, d'aide vraiment assez poussée en classe. Et donc, la famille qui n'est voilà, pas du tout francophone doit chercher par elle-même une personne donc dans une langue qu'elle ne maîtrise pas. Et donc, c'est effectivement très, très compliqué. Déjà, pour une famille francophone, ça l'est pas. Ça l'est. Mais voilà, les lycées français sont très, très représentés à l'étranger et rayonnent beaucoup. Et donc, il y a aussi... Il n'y a pas que des familles francophones en fait qui mettent leurs enfants. Et, il y a aussi des familles non francophones. Et donc, ça crée... voilà, c'est aussi une difficulté pour elle. Voilà. Enfin, moi, que je vis là tous les jours avec elle, c'est pas simple. Ah oui, non, c'est souvent d'ailleurs une majorité, je crois, de non-francophones, souvent, qui sont scolarisés dans les lycées français d'ailleurs, finalement, à la base. Oui, c'est possible. Alors, ici en Belgique, peut-être pas, mais j'ai pas les chiffres, donc je pourrais pas avancer ça. Mais Si, absolument. Sauf les spécificités de Bruxelles, La Haye, mais oui, oui, oui. Et toi, justement, Marie-Gwenaëlle, qui a aussi été enseignante, je pense que t'as vécu des expériences, tu as fait face à plusieurs choses dont tu peux aussi nous parler Oui, gentiment. j'ai eu aussi la chance, comme Dominique, d'avoir 2 postes à l'étranger, d'avoir entraîné mes 2 enfants tout jeunes aux États-Unis, enfin, dans une expatriation un peu folle. Euh, où j'ai travaillé dans 2 lycées français. Bon, outre toutes ces difficultés d'apprentissage dont vous parlez qui m'ont énormément marqué, le fait qu'on essaye de faire entrer des enfants dans des cadres qui conviennent pas forcément à tous les enfants, évidemment. J'ai remarqué aussi 2 choses, surtout, donc moi j'étais en collège et lycée, j'étais prof d'histoire géo. J'ai remarqué un déracinement, ce qui est chez les ados, qui est difficile à vivre dans une période complexe qui est l'adolescence, avec cette perte de repères dont tu parlais, Virginie, mais perte parce qu'on ne sait plus à qui on appartient finalement, quel groupe de copains, quel pays, etc. Et du coup, ça entraîne un vrai questionnement et une perte d'estime de soi et donc de confiance en soi, hein, avec ce sentiment de je suis nul, je vais pas y arriver. En plus, il y a évidemment la barrière de la langue ou des méthodes différentes en mathématiques ou autres. Donc, tout ça qui va entraîner un gros stress.
Et j'ai remarqué aussi une très très forte pression. Alors ça, c'est parce que j'étais dans des lycées un peu peut-être particuliers. Je pense que c'est pas partout. Mais moi, les jeunes qui venaient vers moi quand j'étais prof, c'était surtout ça. J'ai vu des dépressions chez des jeunes euh, parce qu'il y avait beaucoup de pression de la part des parents, de la pression tout court en fait, hein. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aider plus en fait, de me reconvertir. Et aujourd'hui, donc chez les jeunes que j'accompagne, je vois beaucoup de stress, d'anxiété par rapport aux attentes. euh, de toutes parts, hein, les attentes qu'ils peuvent se mettre aussi eux-mêmes, hein. Voilà. Mhm. Et je trouve que Et- ça augmente. Alors, c'était avant Covid déjà, hein. C'était vraiment déjà avant Covid. Et puis, évidemment, le Covid a augmenté ça. Toutes ces questions d'anxiété sociale quand on arrive dans un endroit et on a peur d'aller vers les autres. Donc, voilà les problématiques que j'ai beaucoup observées en tant que prof. Mhm. Et puis en ce moment aussi, moi j'ai envie d'ajouter, il y a un contexte quand même mondial qui est un peu, qui peut être un peu anxiogène et c'est pas forcément évident de naviguer dans tout ça en tant qu'adulte, mais encore plus en tant qu'enfant. Donc ouais, Aux États-Unis, là où on est, Lorraine, je trouve que c'est vraiment exacerbé. Ça arrive en France, en Europe, bien sûr, mais c'est quand même un pays où il y a ça qui est assez exacerbé. Mhm. Je te rejoins. La pression, je trouve qu'elle est, enfin, ça dépend aussi du pays. Moi, j'ai vécu l'Asie. Pour caricaturer l'Asie, il y a quand même énormément d'étrangers qui viennent parce que bah, Kuala Lumpur, c'est moins cher, qui ont des attentes et une pression par rapport aux enfants, qui finalement, ces enfants ne dorment presque plus. Parce qu'ils sont en tuition de maths et puis tuition de piano. Enfin, moi, mes enfants étaient à la British School, donc ce qu'on appelle vraiment des tiger moms, et une pression, mais de dingue, d'enfants qui sont encore en primaire et qui posent des problèmes effectivement psychologiques, où les psychologues de l'école, la première question qu'ils posent, c'est de savoir combien d'heures de sommeil ont les enfants. Parce qu'après l'école et toutes leurs activités parascolaires, et bon, on ajoute aussi les écrans un petit peu, mais finalement, ils n'ont plus assez de sommeil et forcément, de là découle des problèmes psychologiques, du décrochage, la dépression, enfin, plein de choses. Donc, je crois aussi que ça dépend des écoles et aussi des mentalités des pays dans lesquels on voyage. Moi, si je voudrais ajouter aussi et rebondir par rapport à ce que tu disais, Virginie, à l'instant et avant sur la culpabilité du conjoint suiveur ou accompagnateur, qui est voilà, souvent la femme, juste par rapport à ce point, souvent, donc c'est la femme qui ne travaille pas. Il y a une opportunité de mettre des enfants dans une école internationale parce qu'on se dit, voilà, notamment quand c'est une première expatriation, eh bien, profitons de cette expatriation pour baigner les enfants dans l'anglais. C'est vrai que c'est une chance. Et la maman ne travaillant pas, on va se dire, bah, du coup, je ne travaille pas, c'est moi qui vais m'occuper d'enseigner le français à mes enfants. Et ça peut voilà, créer, alors ça peut très bien se passer, mais ça peut créer bah, voilà, une pression sur l'épaule de la maman qui se dit, moi, je n'ai pas de salaire, donc je ne peux pas me permettre de déléguer cette partie-là à quelqu'un. Premier point. Et puis, j'ai le temps. Et donc, voilà, souvent, on est assez fortes, nous, les femmes, pour nous mettre de la pression. Mais du coup, dans ces situations-là, il y en a encore plus. Pression qu'on peut effectivement retransmettre sur les épaules de nos enfants après. Et voilà, c'est les deux points que je vois aussi, c'est bah voilà, une culpabilité qu'il peut y avoir du côté de la maman, de la pression aussi sur les épaules de l'enfant parce que, bah ok, il y a comme une injonction un peu, les enfants expatriés, ils sont forcément doués en tout et donc doués en langue, et donc ils doivent, ok, passage, ils savent parler souvent anglais extrêmement bien, et donc ils doivent aussi connaître leur langue maternelle extrêmement bien, donc alors savoir la parler, mais aussi à l'écrit. Et donc ça, souvent, moi, voilà, les enfants que j'ai, pas tous, bien sûr, mais je sens
voilà, une pression de la part des parents et puis aussi parfois une ambivalence, c'est-à-dire qu'on accepte de mettre ses enfants, on dit c'est une opportunité, je vais mettre mes enfants dans un système non francophone, mais en même temps j'ai envie qu'ils sachent lire, écrire, parler comme un enfant qui serait scolarisé en français depuis le début. Donc voilà, c'est jouer en fait avec ça. Il y a une forme d'acceptation qui n'est pas forcément évidente. Moi, pourquoi j'ai créé l'école de Géraldine, c'est que j'ai vu à mon expatriation au Danemark, j'ai sauté sur cette opportunité aussi de mettre les enfants en anglais, enfin voilà, avec d'autres, une demande des aînés notamment de profiter de cette expatriation. Et donc j'ai dû aussi accepter, bah, voilà, de, voilà, de jouer avec les deux et de dire, ok, mes enfants vont apprendre l'anglais, le français va en pâtir, ça a été le cas. Moi, j'ai eu du mal à l'accepter au début et c'est ça qui m'a déclenché, c'était viscéral, me dire non, il va pas perdre le français, c'est pas possible. C'est sa langue maternelle, donc on va faire en sorte voilà, de continuer de l'apprendre en tout cas. Donc voilà les deux problématiques majeures et de garder cet équilibre entre, ok, j'accepte cette situation, mais je poursuis l'enseignement du français et de la culture parce que il y a la langue, mais derrière la langue, il y a pas, c'est pas qu'une question de langue. Il y a la culture française, il y a le lien avec la famille, voilà, c'est beaucoup plus large en fait. Mhm. Moi, j'ai pas fait le choix d'apprendre le français à mes enfants. J'ai toujours tout de suite compris que chacun son métier. Enfin, bravo. C'est pas forcément évident parce que Ouais. ouais. Oui, complètement. Pascal disait, le retour de mon fils au lycée en France a provoqué chez lui une dépression. Il était aux US scolarisé dans un système américain. Donc voilà, c'est vrai que l'expatriation, là, on pense dans un sens, mais c'est aussi le retour. C'est toujours ce déracinement aussi qui était évoqué, savoir ben voilà, à quel groupe on appartient, la culture et tout l'interculturel aussi qui rentre en jeu quand on vit à l'étranger et qui va construire nos enfants. Peu importe le temps qu'on reste, à un moment, il y a quelque chose se passe et c'est ça aussi qu'on cherche hein, quand on part aussi à l'étranger, une rencontre avec l'autre. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on le cultive? Comment on accompagne? C'est des questions qui restent fortes, oui, en effet. Donc, si je résume un petit peu, on a des problématiques qui tournent autour de la perte de sens, de la confiance en soi, de l'estime de soi, hein, que ce soit chez les adultes ou chez les adolescents ou même les plus jeunes. Une inquiétude aussi, parce que on est loin de ses repères et quand on traverse des moments de vie qui sont importants, comme la grossesse, la maternité, c'est sûr que on envisage les choses d'une manière qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et donc, il y a énormément de questions qu'on se pose et on n'a pas forcément les réponses qui proposent de l'angoisse, de l'anxiété. Et également, cette partie donc, de pression qu'on doit gérer, donc gérer des émotions, comment se comporter, comment satisfaire à des exigences, où est la part de chacun un petit peu là-dedans. Et si j'en reviens à quelque chose de problématique plus scolaire, la question d'accompagner un enfant qui a des troubles de l'apprentissage. Et ça, il y en a, et c'est bien qu'on en parle aussi. Maintenant, c'est vrai qu'à l'étranger, selon les endroits, comme le disait Dominique, voilà, c'est pas toujours discuté, c'est encore tabou dans certaines cultures également. Donc, il n'y a pas toujours l'accompagnement aussi existant sur place. Et maintenir voilà, sa langue. Le français quand on est dans un autre système, ce que ça implique, alors là, en termes de culpabilité, gestion, organisation, pour l'adulte également. Et le troisième système qu'évoquait Dominique, qui est l'instruction à la maison. Donc là, comment est-ce qu'on s'organise pour vivre vraiment cette période de manière la plus sereine possible? Du coup, comment est-ce que chacune d'entre vous, vous répondez à ces problématiques dans votre pratique, notamment en vous appuyant là peut-être plus sur le parent comme guide, qui va donc être un peu repère pour l'enfant. Je ne sais pas qui peut prendre la parole en premier. Je voudrais juste Voilà, Oui. répondre à Pascal et donc répondre à ta question, mais je suis pas partie sur le parent. Mais en fait, moi, je réponds à ces problématiques justement en essayant de retravailler avec le jeune sa spécificité, ses ressources, ce qui fait de lui toute sa valeur en fait. Et moi qui vis aux États-Unis, je me rends compte que il y a des pour et des contre partout dans tous les systèmes, et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de respect
pour l'identité, enfin ce qui fait la particularité du jeune dans ce système par rapport à un système français qui est peut-être un peu plus, bah, voilà, carré. Mais bon, après, ça dépend de chaque enfant. Mais donc, quand moi, j'ai les parents qui me disent, il a un problème, il faut, allez, débrouille-toi. Donc, il est anxieux, voilà. Et en fait, donc, je vais travailler avec le jeune pour essayer de retrouver ça voilà, cette identité-là, ces valeurs, etc. Mais travailler avec le parent, c'est toujours beaucoup plus difficile parce que le c'est compliqué. Je travaille en systémie, mais c'est vrai, inclure le parent est parfois un peu plus complexe parce que bah, les parents n'ont pas le temps et c'est aussi difficile d'accepter des fragilités, des fêlures. C'est sûr qu'il faut, il faut travailler en systémie et il faut travailler avec les parents. Il faut faire les deux, je pense. Ouais. J'ai pas, excuse-moi, je suis rentrée dans la question par un autre biais, mais je laisse Mais la c'est très parole à. bien. Non, non, mais c'est très bien. Alors moi, si je peux poursuivre, euh, moi, comment je réponds à ces problématiques, c'est en favorisant énormément le dialogue avec les parents et en incluant vraiment dans les accompagnements que je propose, il y a des rendez-vous réguliers avec les parents. Euh, Parce que pour moi, il n'y a pas de réussite d'un accompagnement sans implication des parents. C'est vraiment, on est trois. Voilà, il y a trois parties. Il y a l'enfant qui est au cœur, mais le parent est là et c'est très important d'écouter. Voilà, il y a toujours un premier rendez-vous où je vais voilà, laisser aussi le parent parler et lui poser un certain nombre de questions pour comprendre aussi l'histoire de l'enfant, parce que chaque enfant a sa propre histoire, bien sûr dans un milieu complètement francophone, c'est le cas, mais voilà, en expatriation où l'enfant peut avoir vécu déjà dans X pays et avoir visité plein d'écoles différentes, voilà, il a une histoire qui est encore plus, je veux dire, riche. Voilà, je ne peux pas mettre de degrés, mais en tout cas, il a pas mal de choses importantes à prendre en compte, de comprendre quelles sont les langues qui sont parlées à la maison, s'il y en a plusieurs, s'il n'y en a qu'une, si c'est sa première expatriation, s'il a déjà été scolarisé en français avant ou pas. Voilà, c'est vraiment de pouvoir écrire l'histoire, la genèse de l'enfant et de pouvoir y répondre au mieux. Et après, c'est vraiment d'instaurer un dialogue et les accompagnements qui sont proposés sont complètement personnalisés. Donc, Mm. je ne vais pas proposer la même chose à Julia et je sais pas, à Elliot. Enfin, chacun va trouver une réponse aussi dans le nombre de séances qui est proposé. Et puis après, bah voilà, tous les 2 mois, on se parle. C'est-à-dire officiellement dans les accompagnements, c'est inclus. Et s'il faut faire plus, bien sûr, on fait plus. Mais surtout, c'est vraiment, moi, je reste à l'écoute beaucoup des parents, de l'enfant, bien évidemment aussi. Mais en premier lieu, le contact qui se fait avec les parents. Donc, c'est voilà, comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ici. Dominique aussi, Rajouter quelque chose? Oui, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pensais que Dominique Rajouter voulait quelque chose? intervenir, c'est pour ça. Ah, Dominique, tu veux? Oui, si tu veux parler avant, vas-y, il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire par rapport à la perte de repères dont on a parlé, etc., c'est important que l'enfant retrouve un peu de pouvoir, entre guillemets, sur certaines choses, de contrôle. Parce qu'on ne maîtrise pas, c'est ça qui crée de l'anxiété ou même de la dépression. Et donc, c'est difficile de la part du parent de laisser un peu plus de, parce qu'on n'aime pas Liberté. effectivement, liberté ou comment, voilà. Et quand on travaille avec les parents, on travaille aussi comme ça, entre qu'est-ce que l'enfant peut choisir. Et parfois, l'apprentissage, alors, le choix de la langue, c'est quelque chose d'énorme, hein, mais ça peut être des choix plus petits, mais juste redonner en fonction de l'âge, évidemment, un peu de possibilités d'action, de liberté, de choix, de contrôle, en fait, de l'enfant. Et ça se travaille avec le parent. Ouais. Dominique? Ok, je vais enchaîner. Oui, je pense que mon approche, elle est vraiment très proche de ce que tu proposes, Géraldine. Enfin, mais même les autres intervenantes de ce soir, j'ai l'impression qu'on essaye quand même de proposer
je sais pas si le terme sur mesure il est adéquat, mais c'est vraiment l'idée de partir des besoins de la famille, des besoins de l'enfant, et de pas calquer une formule magique qui marcherait sur chaque enfant. On part vraiment des besoins spécifiques de chacun. C'est-à-dire que, comme toi, Géraldine, si j'ai un enfant qui a besoin d'un suivi hebdomadaire régulier, eh ben, on met en place un suivi hebdomadaire régulier. Mais j'ai certains enfants qui vont avoir besoin que de 30 minutes parce qu'ils n'ont pas les capacités d'attention supplémentaires pendant une séance. Donc on se limite à 30 minutes. Certains vont avoir besoin de 2 séances par semaine, et ben on met 2 heures par semaine. D'autres vont avoir besoin d'une petite piqûre de rappel ou de quelque chose d'un peu plus intensif avant les contrôles. Donc je pense que c'est l'intérêt de ces démarches-là, c'est de partir des besoins de l'enfant, des besoins du parent qui va aussi verbaliser et expliquer ce qu'il attend. Et je vois vraiment mon métier aujourd'hui comme de la co-construction. J'arrive pas en sachant, en grand enseignant qui va arriver avec mon savoir et le déverser. Ça, je l'ai fait quand j'étais enseignante devant ma classe avec mes 35 élèves. J'arrive, bonjour, je fais mon cours, au revoir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de créer du lien avec les familles. Je ne sais plus qui nous parlait tout à l'heure de la difficulté d'intégrer les parents. Moi, c'est l'inverse. J'ai l'impression de réussir beaucoup mieux aujourd'hui à intégrer les familles que quand j'étais enseignante dans une classe. Les parents sont ravis de savoir qu'ils peuvent échanger sur WhatsApp avec moi. J'ai même des échanges de petits emojis de cœur quand une séance est bien terminée. Et ça, c'est vraiment très, très, très agréable. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites parce que vous parlez beaucoup des enfants et de votre approche avec les enfants. Et en fait, bon, moi, j'ai pas de tripartite parce que ce sont des adultes qui viennent chez moi, donc j'ai pas. Il y a de la systémique, mais elle se gère autrement, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce dont vous parlez de remettre des choix, de remettre de la confiance, de remettre du contrôle. C'est ça aussi ce que je fais avec des femmes qui se sentent perdues et qui ont une crise identitaire et une perte de repère, en fait. C'est de se dire, en fait, elles sont pas victimes, elles sont pas démunies. Et dans le nouveau contexte, elles peuvent refaire des choix qui sont différents. Alors, il faut avoir l'ouverture d'esprit de dire, on va pas juste refaire ce qu'on faisait avant et de la même façon dans le nouvel environnement, puisque ça va pas marcher parce que bon, on peut pas travailler, on n'a pas les visas, on n'a pas les qualifications, on n'a pas la langue, plein d'autres choses. Mais de dire, ben, en fait, mais qu'est-ce que tu peux choisir? Et comment est-ce que tu peux, du coup, avec ce que tu as, réinventer quelque chose de nouveau, que ce soit du travail ou pas du travail, parce que c'est pas systématiquement une reconversion professionnelle. On peut faire plein de choses en expatriation si on a la chance de pas devoir travailler et de s'enrichir de plein de façons différentes. Donc l'idée de remettre du choix, pour moi, c'est hyper important parce que c'est quand les personnes pensent qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles perdent l'énergie, qu'elles partent vraiment dans dans des problématiques ben oui, psychologiques douloureuses parce qu'elles pensent qu'elles n'ont plus le choix, alors qu'on a toujours le choix. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir l'ensemble des possibles, de raviver la créativité, la curiosité et de remonter la confiance en soi parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas, qu'on ne travaille pas, qu'on n'est pas et qu'on n'a pas plein de qualités et de choses qui sont déjà là. Et donc de reconstruire en fait une confiance qui n'est pas liée au faire, qui n'est pas liée au métier, mais qui est liée à la personne, à qui elle est. Mais donc, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça me parle beaucoup ce que vous dites avec les adolescents, et moi, je le fais avec des adultes, un peu différemment. Oui, et moi j'aimerais bien rebondir aussi là-dessus parce que c'est clair que voilà, si je devais accompagner chacune d'entre vous, je suis sûre que l'angle d'attaque en fait ça serait totalement différent parce que en effet on co-construit, on n'a pas la même approche avec nos enfants, on n'est pas équipés de la même manière à la base, on n'a pas vécu les mêmes expériences. Et voilà, moi je sais que pour moi personnellement, c'est super important d'avoir cette approche de l'équipe parent-enfant. Mais c'est une approche très participative qui n'est pas donnée à tout le monde. Quand on est dans une approche très adultocentriste, qu'on a été éduqué dans un cadre très patriarcal où l'enfant il n'a pas le droit de parler,
ben, c'est très difficile du jour au lendemain de dire, bon, ben, tu vas éduquer tes enfants avec une approche dans l'éducation positive, être hyper ouverte. Mais si t'as pas ces outils-là, parfois ça peut être hyper compliqué. Et je trouve que c'est important là de le dire, d'y aller petit à petit aussi. Moi, je sais que si j'en suis arrivée là aussi, c'est parce que ben, je l'ai étudié. Je l'ai mis en place, c'était tout un processus aussi, c'est pas du jour au lendemain où je suis arrivée comme ça pour dire ah ben oui, on arrive super bien à gérer l'équipe parents-enfants, c'est comment ce qu'on attend l'un de l'autre, ça se met en place. Et puis c'est vrai qu'une fois que on a réussi à l'avoir fait, moi je vois, c'est beau, je dis toujours mes trois enfants, c'est trois continents en eux-mêmes. Donc c'est trois continents que j'ai, ben, ça m'a permis d'explorer des choses totalement différentes que j'aurais jamais en fait avant ça imaginé. Donc, je me suis vraiment ouverte à l'aventure parce que je me sentais confiante aussi, je me sentais sereine dans ce positionnement de maman pour m'ouvrir. Et puis, chacun était tellement différent. J'interagis pas du tout avec un ou avec l'autre. Donc, c'est super chouette, c'est beau. Et bien sûr, c'est pas toujours si facile que ça. Il y a des hauts, des bas, on sait bien ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les outils que ben, j'ai appris, que j'utilise, ben, j'aurais bien aimé qu'on me les donne ben, même dès que j'étais toute petite à l'école en fait, tout simplement. Tout ça, je me dis, mais pourquoi on m'a pas appris? C'est quoi tes forces? Comment tu gères tes émotions? C'est quoi les techniques de relaxation quand tu es anxieuse? Ça m'aurait évité des années de crise d'angoisse à pas savoir quoi faire et de me sentir vachement mieux, je veux dire, dans la vie de manière générale. Donc ça, clairement, les outils, ils existent. Et moi, ben, aujourd'hui, je suis contente de les transmettre, mais encore plus, moi, je voudrais faire un plaidoyer pour dire, mais oui, apprenons ça dès tout petit, c'est trop bien. Tu pars avec ça. Ouais, cette Mhm. confiance en toi dès que tu es enfant et que tu sais quitter. Et ça, pour le coup, je trouve que il y a des pays qui se prêtent beaucoup plus à ça. Moi, Voilà. je voulais rebondir là-dessus, justement, Lorraine, parce que mes enfants, donc, comme j'ai dit, ils ont été à la British School et pour moi, ça a été un émerveillement de voir ce qu'ils proposaient justement par rapport à ça et à la confiance en soi versus les programmes belges hein, ou français, beaucoup plus progressistes, beaucoup plus dans l'évolution de l'enfant par rapport à lui-même et pas par rapport aux autres. Et donc, je me voyais, moi, en fait, découvrir dans des séminaires qui donnaient aux enfants et aux parents des outils que moi, j'utilise en coaching maintenant avec des adultes parce qu'ils n'ont pas eu ces outils. Donc, je trouvais ça formidable sur la gestion des émotions, la confiance en soi, la déconstruction du perfectionnisme aussi qui touche encore énormément d'adultes à l'heure actuelle, alors que moi, mon fils, il était parti pour être perfectionniste comme sa maman. Moi, j'ai déconstruit. Et en fait, à la British School, on lui a vraiment expliqué la notion de tu sais pas maintenant, mais tu sauras. En fait, si tu as envie de savoir, tu vas y arriver. Et donc, il a déconstruit comme ça très, très jeune. Euh, euh, L'envie de vouloir tout réussir tout le temps. Et encore aujourd'hui, il a ce vocabulaire de dire, je sais pas aujourd'hui, mais si j'ai envie, je saurai. Et ça, c'est ce système-là qui était très beau et qu'on ne retrouve pas partout, malheureusement. Mais je te rejoins, Lorraine, de dire, quand on donne ces outils-là aux enfants, qu'est-ce qu'on les outille à devenir des adultes qui devront pas potentiellement aller voir des coachs et des psychologues plus tard. Effectivement. Moi, Et, je veux bien rebondir. Juste pour témoigner aussi, je rebondis sur ce que dit Virginie. Moi, j'ai mes fils qui étaient donc venant de France aux États-Unis. Ils sont arrivés dans une école américaine parce qu'il n'y a pas d'école française. Donc, le début a été un peu compliqué, mais à partir du moment où ils se sont intégrés, au bout de quelques mois, c'est ce que tu disais, c'est que le système américain leur a permis de prendre la parole en public facilement, de pouvoir faire de la musique, de pouvoir. Et encore une fois, même s'ils connaissaient pas la langue très bien, ils n'étaient jamais, voilà, ni rabroués, ni punis.
Et le retour en France, donc l'aîné avait 16 ans et sa école catholique un peu rigide. Et ça a été catastrophique parce que justement, ils arrivaient pendant 5 ans d'un milieu en fait où on les laissait enfin, comment dire, s'exprimer. Là, c'était votre fils va devoir repartir. Enfin, c'est aucune compréhension et ne voyant pas tout ce que l'autre avait compris et acquis en fait. Et c'est pour une mère, enfin pour l'adulte, moi je coach des femmes expatriées conjointes et pour la mère c'est terrible parce qu'en fait tout ce qu'il avait gagné là-bas, c'était comme si c'était perdu. Bon, en fait après ça revient, mais c'est très important justement de garder cette double culture et de pas se retrouver en France après en n'ayant que la culture française. Mhm. Voilà, je voulais juste Je témoigner. te Je peux rejoins. dire aussi, je peux bien Oui, rebondir sur vas-y. ce que dit Pascal. Parce que donc effectivement, ben, moi j'ai un peu connu ça aussi. Donc nous on a été expatriés pendant 30 ans avec nos 3 enfants, etc. Et les périodes les plus difficiles étaient tout le temps les périodes de retour en France, où effectivement ils n'ont pas les mêmes codes. Alors notamment les dernières fois, lorsqu'ils étaient ados, effectivement, on a approché aussi ce que disait Pascal. Et en fait, c'est ce qui m'a incité, moi je suis psychologue de formation, c'est ce qui m'a incité donc à lancer le projet Expat Parents, je pense que vous devez connaître. Et pour Ouais. justement, je me suis dit, en fait, je ne comprenais pas les difficultés de mes enfants, j'ai cherché des solutions et des ressources, je n'en trouvais pas ou peu. Donc, je me suis dit, bah, si ça me manque, ça doit manquer à d'autres. Et donc, si ça manque à d'autres, eh ben, on essaye de, voilà, de proposer ça. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Et je rajouterais maintenant qu'elle est partie, je peux le dire aussi, c'était à la base, les solutions que j'ai trouvées, c'est en grande partie dans le livre écrit par Cécile Gilbert, donc les enfants expatriés, enfants de la troisième culture. Ça m'a apporté un éclairage, je me suis dit, mais oui, bien sûr, voilà, tout s'explique. Et là aussi, c'est important que les parents comprennent ce qui se joue dans l'expatriation pour pouvoir mieux aider et mieux accompagner après leurs enfants sans se culpabiliser en disant mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Ils se sentent impuissants dans les difficultés parfois que rencontrent leurs enfants, alors que quand on comprend d'où ça vient, déjà ça se passe mieux. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Oui, Et et je puis pense je que pense que Oui, ça a aussi Pascal? évolué, je pense. Oui, Disons, moi, je suis rentrée il y a 20 des États-Unis, donc ça fait très longtemps. Et c'est vrai que depuis, je vois tout ce qui s'est construit, toutes les coachs pour enfants je veux dire, j'aurais eu ces possibilités, j'aurais tout de suite été les oui, chercher ça c'est Internet aussi et- qui permet ça, hein. Donc effectivement, ouais, avant on était chacun dans son coin et puis on faisait avec ce qu'il y avait sur place comme ressources, c'est-à-dire souvent rien. Voilà. Donc ouais, là, c'est tout ça. ça, ça a quand même bien Bien changé. évolué, c'est bien. Voilà. On est plus entouré, mais le système n'a pas forcément beaucoup évolué. Voilà. Mes Ouais, enfants, ça fait que 3 ans qu'ils sont revenus, mais c'est quand même, je retrouve mon école ouais, quand j'étais enfant, quoi. Je me dis, ouf, quoi, ouais, c'est encore très, très lent pour que le système d'éducation bouge par ici, en tout cas. Je sais pas. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en France, c'est pareil, je pense. Ouais, Ouais. Déjà, le fait pour les parents de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à être dans cette situation, que leurs enfants ne sont pas les seuls à rencontrer ce type de Tout à difficultés, fait. ça permet de prendre du recul, de la distance et se Mhm. dire, bon, ben, voilà, on comprend qu'il y a des causes qui sont extérieures à nous et sans doute des solutions aussi que d'autres ont peut-être expérimentées, qu'on peut peut-être partager. Enfin, moi, voilà, c'était dans cet esprit-là en tout cas, que j'avais lancé mon Expat Parents et puis que je continue, puisque maintenant, comme vous savez, il y a quand même pas mal de monde, notamment sur le groupe Facebook, qui est devenu un Un peu tout petit peu, voilà. Catherine. Un tout petit Mais peu de bon, monde. c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est du coup, ça, depuis 7 ans, c'est mon quotidien. Enfin voilà, et après, effectivement, Expat Pro est venu pour compléter par l'aspect des professionnels qui pouvaient aussi apporter des ressources et pas simplement en échangeant entre parents parce que parfois ça c'est très bien, mais parfois ça suffit pas. Voilà. Bon, enfin, j'arrête avec. On pourrait parler pendant ouais, c'est des heures. pendant intéressant. longtemps. Et justement, parce que j'entends aussi que c'est pas évident parfois d'être attentive et attentif aux besoins de nos enfants. On le voit pas forcément parce que bah, parce qu'on a vécu notre éducation, parce qu'on court partout, parce que plein de raisons. Est-ce que vous avez, vous, des petits éléments qui pourraient justement éveiller le parent et dire, bah là, c'est mon enfant qui va me guider là-dessus. Là, je vois je vois qu'il y a un truc qui va pas, il est en train de me dire quelque chose. Est-ce qu'il y a des techniques que vous avez, des conseils, ou, voilà, des choses que vous avez repérées dans ce cadre-là?
Ouais, bon, moi, ça, c'est mon sujet préféré. Donc, si Marie, Marie-Gwenal, tu veux rebondir avant? Je brûle d'envie d'en parler. Vas-y, Lorraine. Ben, moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait. Quand on a une relation très verticale avec son enfant dans l'autre sens, ben, on passe un peu à côté de ça. Alors que ben, pour moi, je trouve que la parentalité, c'est un beau voyage parce que justement, on apprend des expériences de ses enfants et ben, ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, le perfectionnisme à l'école. Donc, moi, je suis hyper perfectionniste, c'est clair. Enfin, j'étais justement, et en fait, il y a eu un déclic. J'étais en conférence de présentation donc de l'année scolaire, tout ça, et la prof dit, ah non, on valorise les erreurs. Et là, ça m'a fait comme un court-circuit dans la tête. J'ai dit, quoi? Quoi? C'est possible de faire des erreurs dans sa vie, mais non, il faut que tout soit parfait, contrôlé. Et en fait, ce système-là, en fait, moi, ça m'a ben, invité moi-même ben, à regarder ma propre manière donc de vivre, de me oui, les mécanismes dans lesquels je m'étais construite, comme tu dis, Virginie, se déconstruire en fait, et ça m'a énormément aidée. Et après ça, maintenant, quand je fais des erreurs, je suis trop fière de moi. Je suis là, ouais, j'en fais pas souvent, mais quand ça m'arrive, je me dis, voilà, je vais pouvoir rebondir, apprendre là-dessus. Et c'est vrai que ben, ça, c'est un des apprentissages. Ça me faisait rire là, ça, ce sujet. Mais de manière générale, je trouve que, en plus de ça, quand on se plonge à cœur ouvert dans la parentalité, moi, j'ai toujours dit, ben, mes enfants, c'est un peu mes miroirs. Je trouve qu'à chaque fois, ben, selon les difficultés qu'ils vivent, ça me ramène forcément, moi, à des difficultés d'une manière ou d'une autre que j'ai pu vivre aussi. Ben, parce qu'en fait, je veux les accompagner. Et donc, c'est chercher les ressources, les outils, mais c'est voir aussi ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, parce qu'on va réagir forcément. Voilà, par exemple, en cas de harcèlement, qu'est-ce qu'on fait? Ou quand l'enfant est en difficulté, on veut pas qu'il ait mal, on veut pas qu'il ait peur, tout ça. Donc, c'est vraiment, nous, travailler sur ça, je trouve, qui est super important, prendre le temps de travailler sur ça. Et il y a tout un travail, voilà, au plus on va vouloir accompagner ses enfants dans cette démarche-là, au plus ça demande bien d'avoir bien oui, je pense l'opportunité de montrer sa vulnérabilité d'une certaine manière et de dire, ben oui, moi aussi j'apprends, j'évolue à travers ce processus et c'est très beau, je trouve, de le voir comme ça, parce que ça montre aussi à nos enfants que tout n'est pas parfait dès le début. On n'a pas réponse à tout. On se construit, on est dans une expérience. Et avancer avec confiance aussi, je trouve que c'est ça. Donc, oui, moi, je suis pour la team, c'est clair, vous l'avez compris. Voilà, équipe avec son enfant et avec toute la famille de manière générale, être bien entouré, être guidé. Ça, je trouve ça tellement important avec les enseignants, dès que c'est possible, avec d'autres personnes, dès qu'on peut être entouré, accompagné. Ça, c'est très chouette. Et savoir lâcher aussi, je trouve qu'en tant que parent, avoir la possibilité de dire à un moment donné, ben là, moi, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Donc, donner la possibilité à quelqu'un d'accompagner son enfant, ouais, voilà. Je te rejoins, Lorraine. Quand j'ai entendu ta question, Mélanie, je me suis dit, en fait, je la prendrai à l'envers parce que finalement, on est quand même souvent plus à l'écoute des besoins, j'espère. Mais globalement, les mamans est à l'écoute des besoins de notre enfant. Et les besoins de notre enfant font résonner nos propres besoins. Et ça, c'est plus difficile à écouter, à percevoir, à accepter, comme tu dis, Lorraine, une certaine vulnérabilité ou qu'est-ce que ça fait résonner en nous. Donc, et parfois, on veut pas, on étouffe. Et c'est plus facile de voir ce qui va pas chez son enfant que chez soi. Et donc, c'est vrai que du coup, ça fonctionne ensemble, en équilibre. Et je te rejoins complètement. Mm. Moi, j'ai Beaucoup de jamais autant partage. appris
que depuis que mes enfants sont nés. Je pense que bien c'est les sûr. révélateurs de puissance, en fait, de notre puissance, et aussi des miroirs et aussi beaucoup d'effets boomerang aussi, qui nous font grandir en tant qu'adultes, en tant que parents. Euh, et il faut pouvoir être vulnérable, effectivement, et aussi se rendre compte que ce sont des individus et que bien sûr, ils tiennent de nous, mais parfois, voilà, ils naissent tous avec vraiment leur propre individualité et de le voir vraiment avec cette individualité et pas comme des copies de papa ou de maman ou de mélange. Parce que, clairement, vous avez plusieurs enfants. Moi, mon premier, il n'est pas égal à mon deuxième. C'est vraiment des individus différents. De pouvoir les prendre comme ils sont, c'est pas toujours facile. Effectivement, dans le train-train quotidien, quand on est occupé, qu'on court et qu'on prend pas le temps, en fait, de les observer, en fait, simplement de les observer et de voir comment ils fonctionnent. Alors moi, par rapport à mon rôle là je parle en tant que maman, de mon expérience personnelle, parce que je suis pas du tout habilitée à m'occuper d'enfants. Moi, ce que je constate dans mes coachings par rapport aux femmes qui sont mamans, euh, c'est difficulté à pas en faire trop, en fait, à toujours être là pour tout le monde tout le temps, à être dans cette injonction du fait plaisir euh, et avoir beaucoup de difficultés à prendre du temps pour soi, parce qu'il y a encore cette idée. Euh, je- Cette idée que si on prend du temps pour soi, on est égoïste. Alors que clairement, on a bien compris qu'une maman qui ne prend pas de temps pour elle et qui n'est pas bien, n'est pas habilitée en fait à s'occuper de ses enfants, mais c'est tellement encore dans l'inconscient collectif que si on prend du temps pour soi, en plus qu'on est femme expatriée et qu'on ne travaille pas, on est vraiment, vraiment très, très égoïste. Alors qu'on a besoin de temps pour se nourrir, de temps sans ses enfants, de temps pour respirer, de temps pour rien faire pour vraiment être bien, pour être aligné, pour être serein. Oui, tout à fait, mettre son masque à oxygène, pour pouvoir donner. C'est seulement quand on rayonne qu'on peut vraiment être là pour les autres, pour les enfants, pour le mari, pour la famille, pour tout le monde. Et ça, c'est encore une grosse chose à déconstruire, je trouve, au niveau des mamans. Moi, si je Oui. peux ajouter, pardon, vas-y, Lorraine. Non, juste un petit, pour rebondir par rapport à ce que dit Virginie, je trouve aussi, il y a beaucoup de mamans qui vont dire, ah oui, quand moi je vais bien, tout le monde va bien. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, hein. Moi, parfois, je vais pas bien et justement, je suis contente que les autres, ils aillent bien. Ça me nourrit, moi aussi, c'est dans les deux sens. Et parce que de dire, quand je vais bien, tout va bien, ça met, je trouve, un poids sur les épaules qui est énorme. Non, on va pas toujours bien. Dans certains jours, ben, ça va mieux que d'autres, tout ça. Donc, il y a beaucoup. Moi, je vais commander là, quand je rentre en vacances à Noël, Pandore à raison, parce que ça fait toujours du bien d'écouter tout ça, de déconstruire à fond. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Il est beau, il est tout chaud, il est plein, plein de bons conseils. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, Lorraine et aussi Virginie, mais Lorraine sur l'équipe parents-enfants, faire équipe. Dans la partie enseignement, c'est vraiment que le parent soit à l'écoute aussi des besoins des enfants, parfois dans justement cette ambivalence de, OK, maintenir le français, mais il est scolarisé dans une autre langue et le français a du peine à atteindre le niveau d'exigence des parents. Et puis on se rend compte que souvent, comme on le disait, dans les écoles voilà, britanniques, anglaises, etc., la place au bien-être hein, est tout autre que dans les écoles françaises, il faut le dire. Et donc, j'ai un exemple en tête d'un enfant qui était très bien dans une école anglaise et la maman se posait la question de le changer, mais elle sentait bien que si elle le changeait, ça allait être très très compliqué. Donc, et parfois, on peut avoir un enfant qui est bien dans un système et puis un autre qui va s'épanouir dans un autre. Donc, je voudrais aussi dire que dans une fratrie, qu'on est, voilà, s'il y en a deux, trois et plus, eh bien, chaque enfant va se développer de manière différente, va avoir sa propre sensibilité, ses propres
voilà, compétences, ses propres difficultés, et donc vraiment aussi d'être à l'écoute de ça, sans en faire trop, bien sûr, mais être à l'écoute parce qu'en expatriation, il y a beaucoup de choses qui sont exacerbées, et donc voilà, vraiment voilà, d'être à l'écoute des besoins, et de, voilà, si on peut y répondre, bah, c'est formidable. Et voilà, moi, ce que je peux remarquer dans les séances que j'ai avec les enfants, c'est aussi, comme c'est complètement personnalisé et individuel, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est vraiment cette séance est un espace de parole. J'ai notamment des enfants qui ils se connectent, et c'est pas l'enfant que je vois, c'est le doudou. Et ils font parler le doudou à leur place. Et donc, je trouve ça quand même assez étonnant, et à la fois touchant, et une marque de confiance. Mais au moins, il y a quelques minutes au départ où cet enfant-là, il va, voilà, parler au travers de son doudou, ou du jouet, etc. Et ça permet vraiment de rentrer en contact. Et une fois que le contact est établi, voilà, on peut passer à la suite. Et voilà, donc faire alliance, faire équipe, ça me paraît important. Oui. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'environnement. L'environnement nous touche tous, adultes comme enfants, par rapport à notre épanouissement. Et parfois, peut-être laisser la place au fait que c'est mieux que l'enfant soit épanoui émotionnellement qu'il ait une scolarité de dingue. Et c'est ça souvent qui est un frein, c'est que voilà, les parents ont des attentes, mais émotionnellement, ça ne suit pas en fait. Donc l'enfant ne va pas pouvoir suivre, même s'il est très doué, même s'il a la capacité, parce qu'il va perdre pied, il va perdre confiance en fait. Comme les adultes, hein. Moi, je vois des adultes dans des systèmes qui sont ultra, ultra difficiles avec beaucoup de souffrance, mais ils perdent pied. Et donc c'est la même chose pour les enfants. Donc il y a 8 sortes d'intelligence, et on n'est pas obligé de tout tabler sur le logico-mathématique, et vraiment faire attention à ce que l'épanouissement émotionnel, la confiance en soi, l'estime de soi, la curiosité reste. Si ça c'est là, le reste pourra de toute façon arriver. Après, ça fait écho aussi à une autre problématique, qui est que bah, ces familles francophones, à un moment donné, elles se disent, bah, OK, est-ce que je vais rentrer en Belgique, en France, enfin, voilà, dans mon pays, et bah, où va étudier mon enfant s'il en est à faire des études? Donc, où va-t-il étudier, et dans quelle langue? Et si c'est en français, est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'il aura le niveau d'étudier? Voilà, donc il y a toutes ces problématiques-là qui viennent, qui sont tout à fait louables, et dont il faut parler aussi avec ses enfants. Alors bien Oui, sûr, au primaire, c'est peut-être un petit peu tôt, mais bon, voilà. Et puis, et je suis ça peut d'accord être avec toi. Je suis une d'accord avec toi, mais en même solution temps, pour si un des l'envie n'est pas enfants et là, une autre pour un autre, quoi. oui. Voilà. Pardon, vas-y. Je suis totalement d'accord avec toi que c'est des vraies questions de savoir dans quelle langue et de préparer le retour, hein. Moi, mes enfants ont fait des cours de néerlandais et de français parce que comme on revenait en Belgique, ils ont fait toutes leurs études en anglais, en fait. Donc, il fallait qu'ils soient aptes puisque on n'allait pas les mettre dans du privé en revenant. Après, ils sont petits. Donc, on n'avait pas, voilà, on ne devait pas choisir les hautes écoles et l'université. Mais je pense, de nouveau, que c'est une discussion, comme tu dis, mais il faut que l'envie soit là. Et même si les compétences sont pas là, mais l'envie est là, on peut y arriver. Et Oui, si bien c'est sûr. dans la peur et dans la douleur, ça va être plus compliqué. Ouais. Ouais. Oui, l'envie, et puis aussi ce que tu disais, Virginie, de ne pas en faire trop. Je pense que c'est un élément qui est important également parce on devance beaucoup, beaucoup, énormément, surtout dans des situations délicates. Je pense au harcèlement, ça a été évoqué tout à l'heure, où en fait on va avoir tellement peur qu'il se passe plein de choses parce qu'il se passe des choses, mais en fait on n'est pas là et on n'entend pas forcément ce que dit notre enfant non plus parce qu'on a notre propre projection en tant que soit enseignante, soit maman, soit ancienne enfant harcelé peut-être. Et du coup, on ne va pas se mettre vraiment à la hauteur de l'enfant. Et c'est là où le travail sur ses émotions, sur soi, la distance à prendre est aussi importante. Alors moi, je pense à l'écriture parce que moi, ça me permet de le faire. Alors, c'est pas gagné à tous les coups, mais c'est vrai que ça permet déjà de mettre une distance entre l'émotion brute telle qu'on la reçoit et, OK, alors le contexte, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle m'a, ou il ou elle m'a réellement dit? Je le reçois pourquoi? De cette manière, parce que. Et, euh, et je trouve que ça permet après d'être dans un dialogue beaucoup moins anxiogène aussi pour l'enfant. Parce que moi, ma fille a été harcelée et je sais qu'à un moment, je pense que c'est moi qui lui faisais peur, finalement, parce que j'avais tellement peur pour elle que je transmettais tout ça. Donc,
voilà, il y a cet équilibre qui est important justement Je suis d'accord. à travailler, à définir. Ouais, moi, Et je je voudrais dis bien, rebondir sur Mélanie, l'écriture. que... Pardon. Pascal, vas-y. Oui, oui, justement, Mélanie, quand tu parles de transfert, en fait, on transpose beaucoup nos émotions à nos enfants. Et quand on est inquiet pour eux, inquiète, surtout en tant que mère, enfin, moi, je me rappelle, hein, inquiète qu'ils soient perdus, inquiète qu'ils n'y arrivent pas, bah, l'enfant, évidemment, le ressent. Mhm. Et je voulais juste témoigner, moi, de mon expérience par rapport à mon fils aîné, qui était quand même, lui, il est arrivé à 11 ans, il est reparti à 16 ans, donc c'était vraiment des âges extrêmement difficiles pour s'adapter, que ce soit d'un pays ou l'autre. Et on était assez fusionnels à ce moment-là, et sûrement trop, parce que quand j'étais aux États-Unis, j'étais là pour l'aider à faire ses devoirs, enfin, et à lui faire apprendre l'anglais. Au retour, j'essayais d'être là pour. Et en fait, finalement, j'ai appris à lâcher cette toute-puissance qu'on appelle la toute-puissance de la mère. Et j'ai fait un travail sur moi, etc., parce que ça devenait impossible, en fait. Il y avait trop de souffrances partagées. Et tout ça pour dire que ce que tu disais tout à l'heure, Virginie, c'est que la femme conjointe qui a accompagné, qui n'a pas travaillé, et elle, son job, c'était vraiment que toute la famille soit équilibrée. Quelque part, on s'imagine ça dans notre tête, hein. Il faut qu'on fasse le boulot, quoi, puisqu'on est là pour ça. Ben, finalement, c'est vraiment quelque chose qui nous accapare et qui est pas bon qui n'est pas forcément bon pour l'entourage. Et les enfants peuvent porter cette angoisse et peuvent porter cette anxiété. Donc, je te rejoins totalement quand j'accompagne des femmes comme ça qui reviennent ou qui sont en expatriation, et qui ne travaillent pas, c'est ce désir de vouloir vraiment être la femme parfaite et la mère parfaite. Et ça, détricoter tout ça. C'est ça, Oui, oui, exactement. oui, c'est tellement nécessaire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'écriture, Mélanie. L'écriture pour soi, pour ventiler déjà, je pense, pour prendre de la distance, mais aussi, bah, c'est des techniques de coaching aussi, c'est de pouvoir, quand on écrit régulièrement, voir aussi les schémas, nos propres schémas. Et de se dire finalement on écrit tout le temps la même chose, donc il y a peut-être quelque chose à creuser. C'est vrai. Parce que ça revient, ça revient, ça revient, et que ça nous dit quelque chose on se relie. Donc c'est pas juste au moment même ventiler et prendre la distance, mais c'est aussi un vrai travail de déconstruction si on le fait sur le long terme. Exactement. Je ne pourrais pas dire mieux. Merci pour tous ces réflexions, toutes ces réflexions hyper enrichissantes. Je vois que l'heure tourne, donc je vais vous proposer peut-être bah, aux participants qui sont là s'il y a des questions à poser. Moi, je sais que j'ai une question de la part de Sophie qui n'a pas pu être là ce soir, qui demande comment aider les enfants qui déménagent souvent à rester ouverts à de nouvelles amitiés, alors qu'il leur a déjà été difficile et coûteux de quitter des amis après le départ d'un pays. Mon fils, en arrivant en Belgique, après avoir vécu la séparation de ses amis comme une véritable déchirure, a décidé de ne pas se faire de nouveaux amis, uniquement des camarades, afin de s'éviter des futures nouvelles tristesses lorsque nous repartirons un jour. Il a 6 ans. Donc, elle voulait savoir s'il y avait des pistes à explorer pour lui faciliter un petit peu la vie, cet attachement et se permettre un attachement à de nouvelles personnes. Alors moi, je peux juste témoigner par rapport à mon expérience personnelle parce que j'ai eu un petit peu le même souci en arrivant aussi en Belgique avec mon dernier. Et donc, je dirais que je ne sais pas comme, voilà, cette maman, comment, si elle l'a inscrit déjà dans plein d'activités ou pas, mais du coup, mon conseil, ce serait de ne pas l'inscrire dans plein d'activités, ce serait peut-être dans une s'il veut bien, et pas plus pour qu'il se concentre, ou même s'il n'y a pas d'activité, ben, il n'y a que les copains de l'école et c'est déjà très bien. Voilà, pour qu'il n'y ait pas plein de... pour pas plus multiplier les possibilités de copains, parce qu'en fait, il n'en veut pas. Donc, de ne pas aller à l'encontre de ça. Donc, voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais. Oui, après, il faut bien entendu voir le contexte général. C'est vrai que souvent, on le dit, hein, il n'y a pas une recette magique de toute façon. C'est ça le but dans le coaching, souvent familial, parental, pour accompagner au mieux son enfant, c'est de voir en fait les différentes facettes.
comment ça se passe et à partir de ce moment-là, en fait, trouver les meilleures solutions. Mais c'est certain qu'y aller petit à petit, le mettre en confiance, en douceur, lui montrer que nous aussi, parfois, mais bien sûr, on est passé par là aussi dans l'expatriation, c'est difficile parfois de quitter ses amis, mais il y a aussi la possibilité de rester en contact avec ses amis pour dire que c'est pas tout fini, on peut écrire, surtout maintenant avec WhatsApp, tout ça, on peut s'envoyer un petit message comme ça aide. C'est pas des séparations brutes, totalement difficiles. Moi, j'ai vu des adultes comme ça, hein, des adultes qui vivent dans un pays, qui voient tout le temps des expats tourner et qui disent, moi, ça suffit, je me suis trop attachée. Si je sais que tu pars l'année prochaine, je vais même plus te parler parce que c'est trop dur. Et en fait, derrière ça, il y a aussi cette capacité à, oui, s'attacher, mais à souffrir en fait, parce que c'est trop dur d'être loin. Et donc, peut-être que ce petit enfant, il ressent énormément des choses très heureuses et énormément des choses très tristes. Et donc, travailler avec lui, ça, c'est, bah, oui, c'est dur, oui, c'est triste. Regarde, moi aussi, je suis triste d'être loin, etc. Et travailler peut-être cette tristesse, et c'est normal en fait. Faut l'accueillir déjà, parce que oui, déjà, c'est dur pour les adultes alors à 6 ans. Mm. Oui, effectivement. Bon, merci pour ces retours. Est-ce qu'il y a d'autres questions après là dans le chat ou en direct? Je vous laisse le temps d'écrire et en attendant, je propose de repasser la main à tout le monde aussi pour partager peut-être un conseil pour la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer, de transmettre voilà, aux parents, aux familles en cette rentrée, J'ai mal fait la ponctuation. Ouais. Si je peux prendre la parole, c'est Oui, pour Marie. aussi rebondir déjà sur tout ce qui a été dit. Enfin, il y a deux mots. Donc, le premier, ce serait donc équipe. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, Lorraine, Géraldine. Et, enfin, chez Naissance Nomade, on est convaincu que le couple aussi parental doit faire équipe voilà, voilà, le projet d'enfant. Et c'est pourquoi on décide vraiment d'associer le père voilà, à voilà, cette aventure. Et on propose un accompagnement qui s'adresse au couple et qui ne s'adresse pas uniquement à la femme. Et le fait voilà, de faire équipe, c'est important pour un accouchement, pour un postpartum, voilà, pour les premiers jours d'un enfant, mais aussi pour la suite. Et on voit que quand vous parlez voilà, des questions liées à l'éducation, à l'adolescence, il y a plein de challenges dans la vie. Et voilà, déjà, si on fait équipe en couple, c'est important. Et faire aussi équipe avec d'autres professionnels. Parce que comme le dit bien l'adage, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc ça, c'est important. Et puis le deuxième mot, c'est la confiance. Alors nous, on est très attachés à la physiologie enfin, de la physiologie du corps de la femme, la physiologie de la naissance, le fait en fait qu'on a des compétences en tant que femme de pouvoir mettre au monde un enfant, déjà en tant que, enfin voilà, de pouvoir mettre au monde, créer un enfant, et puis même le bébé a aussi beaucoup de compétences, voilà, dès la naissance, des compétences vraiment exceptionnelles, et le fait de pouvoir voilà aussi connaître cette physiologie, ça donne de la confiance, et la confiance, elle est importante aussi. Vous en avez parlé à voilà plein d'étapes de la vie. Notamment en expatriation, quand on peut voilà, être amené à voyager. Et ça peut aussi permettre, poser ces bases-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème par la suite, mais en tout cas, on pose des bases qui sont importantes et pour la famille, le couple, et aussi pour l'enfant. Donc voilà, donc je voulais conclure sur ça et de ne pas rester seul. Donc on propose aussi une permanence téléphonique d'écoute gratuite qui permet voilà, de pouvoir être écouté sur tous les sujets liés à cette période de naissance, d'accouchement et de postpartum et de pouvoir référer à d'autres professionnels avec qui voilà, on travaille en collaboration. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique, Je pense tu que veux? c'est juste, oui, ce que tu dis, Marie, c'est ne pas rester seul. L'expatriation, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une communauté qui est accessible. On n'est pas chacun coincé dans son pays, dans sa famille. Et cette communauté, elle est visibilisée par les groupes de Catherine. Donc, il faut vraiment se dire que on aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous répondre sur les groupes Facebook. On aura toujours une oreille attentive, on aura toujours quelqu'un pour nous aiguiller, pour nous accompagner.
et que si on en ressent le besoin, il ne faut pas hésiter à déléguer si on sent qu'on perd pied à un moment donné. Moi, je, Je rebondis. Vas-y, Marie. Ok, je retiendrai deux choses. Je retiendrai d'abord un concept que j'adore, que j'ai découvert ici, qui est l'autocompassion. On a souvent beaucoup de compassion, bah, évidemment pour ses enfants, pour les gens qu'on accompagne, etc. Mais parfois pas assez pour soi-même. Et je pense qu'on en a vraiment besoin en tant que maman. Et de se trouver un outil, parce qu'on a beaucoup parlé d'outils, mais chacun, chacune, on a des choses qu'on préfère. Donc, Lorraine parlait de, je sais pas, yoga, relaxation. Moi, j'ai découvert l'EFT, Emotional Freedom Technique, que j'adore vraiment. Aujourd'hui, on a une tempête qui nous tombe dessus. J'ai animé un groupe avec un groupe de parents tout à l'heure en anglais. Et ben, j'ai fait mon EFT parce qu'en fait, voilà, c'est un outil que j'adore, que je transmets aux enfants. Et je pense que chacun peut avoir son petit outil et surtout le transmettre aux enfants. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui te plaît? L'écriture, bah vas-y, allez, un ou deux, et comme une sorte de petit doudou réconfort et qui nous soutient au jour le jour. Mais moi, je vais rebondir du coup sur ce que Dominique a dit, sur ce que Marie a dit, parce que je pense qu'effectivement, souvent, on n'ose pas demander. Alors que clairement, en plus, je trouve que quand on est en expatriation, on est tous demandeurs d'avoir des liens et de poser des questions, qu'il n'y a pas de bêtes questions, parce qu'on est tous au départ un peu démunis sans savoir où est le supermarché, le docteur, le machin. Donc la population, plus qui est là, ben, elle vit la même chose et elle a envie d'aider. Donc, oser demander, poser toutes les bêtes questions enfin, qu'on pense bêtes, mais oser. Pour moi, c'est vraiment crucial d'oser. Et alors, je rejoins Marie par rapport à trouver ces techniques de bien-être parce que je pense pas qu'il faille à chaque fois se prendre 2 heures pour aller se faire masser ou s'organiser des grands trucs pour prendre soin de soi. En fait, le bien-être, pour moi, c'est des petites bulles au quotidien. Des petites bulles de 10 minutes d'écriture parce qu'on aime l'écriture, 10 minutes, enfin 20 minutes de jardinage parce qu'on aime bien jardiner, cuisiner, enfin chacun sa technique, hein, Marie, comme tu l'as dit, mais c'est pas la quantité en fait, c'est la qualité et c'est pas une fois de temps en temps, en fait, c'est tous les jours un petit peu d'avoir cette petite bulle. Pour moi, c'est ça, prendre soin de soi et même chose pour les enfants et les maris et tout le monde évidemment. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Virginie. Aussi, c'est effectivement oser arrêter de culpabiliser et de se dire qu'on doit avoir toutes les casquettes. C'est pas parce qu'on est expatrié, qu'on ne travaille pas, qu'on doit tout faire. Et donc, oui, Dominique, je rejoins aussi déléguer voilà, même peut-être avant voilà, que la coupe soit pleine, avant que la cocotte minute explose. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours, c'est pas forcément évident d'oser, et puis on a le droit de se tromper. Voilà. En PNL, on dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Voilà, donc c'est vraiment important. On fait tous des erreurs et c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc, de la bienveillance envers soi-même, oui. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais bon, quand même, moi je l'aime toujours ce mot. Et je trouve que c'est important. Voilà, faut pas s'oublier dans cette expatriation. Ah, tu envoies des cœurs. Oui, ben merci à toutes, hein, vraiment, plein de belles paroles pour terminer. Ben moi, j'ai envie de dire, ben, vous voyez, hein, comme je l'ai dit avant, la parentalité, la famille, pour moi, c'est un beau voyage. Je le vis comme ça. C'est pas figé en avance. On a des expériences et parfois c'est plus ou moins difficile. Mais je parle souvent du voyage en bateau. Parfois, on passe par des vagues qui sont plus ou moins difficiles. Mais je trouve que tout ce qui est, ben, ce que tu disais aussi, Marie, tout ce qui est connaissances, les outils, les techniques, les avoir un peu dans son sac à dos aussi en SOS et pas attendre aussi. Moi, je trouve que ça, c'est important d'avoir dans une approche très préventive. Souvent, on a tendance à attendre que le bateau, il est en train de prendre l'eau là et on est là. Mais de faire des bilans réguliers, ça, je trouve ça super bien. Et de se faire accompagner pour faire ces bilans réguliers, c'est très difficile de le faire soi-même. On y arrive quand on a
de l'expérience, mais d'avoir quelqu'un pour s'accompagner sur ce chemin, c'est vraiment super pour dire, attends, là, j'en suis où, à quel moment, et je rebondis comment. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, on a la chance avec Expat Pro d'avoir toute une jolie guirlande de personnes pour nous accompagner selon les besoins, tout ça. Donc, ça, c'est super. Et ben, merci Catherine, tu vois, tu nous as toutes réunies. Je ne dirais pas le contraire, hein, effectivement. Magnifique. Donc, merci à vous toutes. Et moi aussi, je suis ravie de voir que depuis, notamment, effectivement, Internet a certains inconvénients, mais a quand même beaucoup d'avantages, notamment pour nous, enfin, pour les expatriés, et pour les conjoints et conjointes d'expatriés aussi, qui peuvent poursuivre des projets et trouver des vies professionnelles épanouissantes malgré les changements tous les 2, 3, 4 ans. Donc, merci à vous toutes pour votre partage d'expérience, pour vos compétences. Et puis, effectivement, je rappelle qu'Expat Pro, c'est un réseau maintenant d'environ 160 professionnels dans environ 50 secteurs d'activité. Ça ne concerne pas que la parentalité. Et l'objectif, c'est que chacun puisse trouver justement l'aide et l'accompagnement dont il a besoin en fonction de ses propres défis à surmonter. Donc, merci à vous toutes. Et c'est toujours très intéressant. Et j'espère que pas mal de personnes pourront bénéficier du replay de vos interventions. Merci beaucoup. Et j'ajouterai une référence, je ne sais pas si vous connaissez Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est vraiment très instructif et très aidant, je trouve, sur la façon de percevoir les ratés, les échecs, comme faisant partie du chemin de la vie et qui sont très enfin, formateurs finalement. Et donc, je vous encourage vraiment à le découvrir. Il y a plein de petites choses, je trouve, qui sont très parlantes. Et là, il y a le mot oser qui revenait beaucoup. Décider de faire quelque chose. Et souvent, on s'empêche parfois de demander ou de décider de faire quelque chose parce qu'en fait, alors, c'est ce qu'il met en avant, on ne veut pas dépasser notre domaine de connaissance, notre domaine de savoir. Parce que c'est prendre un risque de tomber Pas du savoir. vide finalement ou de ne pas savoir. Et je trouve l'idée intéressante, c'est pas, on ne fait pas un choix parce qu'on a le choix entre A et B et en fait on arrive à déterminer les avantages de A, les avantages de B. Quand on décide quelque chose pour nous, en fait on le fait sans savoir vraiment vers où on va, mais parce qu'on sent, on en ressent le besoin et il y a quelque chose qui va nous être révélé finalement dans ce chemin-là. Donc, et je terminerai par cette phrase qui a été dite plus tôt, retrouver le pouvoir pour diminuer l'anxiété. Retrouver le pouvoir, c'est aussi lâcher, c'est aussi déléguer pour revenir finalement à soi et à un niveau d'anxiété un peu plus bas. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir été présentes. Et tout le monde, c'était Merci. super. Et puis, n'hésitez pas à prendre de nouvelles initiatives. C'est toujours Oui. passionnant les échanges et les échanges. Ouais. Au sein de- On fera passer aussi avec Lorraine un document où on a réuni les ressources que nos intervenantes d'aujourd'hui vous offrent et mettre en avant aussi leur service. Donc n'hésitez pas à les contacter pour toute question, besoin. Je pense que vous avez compris qu'elles sont très à l'écoute et très compétentes. D'accord. Merci beaucoup, Lorraine et Mélanie, c'était super. Bon, merci Merci. à vous, tant Et mieux. merci à vous Si tous. vous êtes, ça vous Très chouette À échange. à la prochaine. À la Bye prochaine. Merci bye. beaucoup. À bientôt. Au